Il y a de plus en plus de consommateurs qui mentionnent avoir essayé d'éviter au maximum les produits d'origine américaine. Et ensuite, on a des vrais comportements de boycott. Où là, vraiment, on a cet élément de dire « j'ai refusé, je n'ai pas acheté tel type de produits qui sont d'origine américaine » avec des chiffres relativement élevés. Et on sait que les boycotts dans les sociétés nord-américaines ont rarement fonctionné. Là, il semblerait, si on va regarder certains éléments de vente dans des secteurs alimentaires, on voit cette baisse. Elle n'est pas si importante que ce qui est mentionné par les consommateurs, mais on la vit au quotidien. Et il suffit de regarder des reportages qu'on voit à la télé, on a quand même beaucoup de détaillants qui mentionnent cet élément-là. Comme j'ai l'honneur de commencer au-delà de l'introduction, j'ai aussi l'honneur de partager la scène avec Fabien Durif, que vous connaissez peut-être. Il était là à la première édition du sommet Économie et achat local. Donc, Fabien, il est professeur à l'UQAM, à l'ESG de l'UQAM, et puis il est aussi directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. On va avoir la chance de discuter ensemble de données hyper intéressantes qui mettent bien la table pour la suite des choses. Donc, je vous inviterai à l'accueillir. Merci. Bonjour Alfie. Bonjour Fabien, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Tu trouves un stationnement? Je suis venu en Uber, Ah, pas très local, mais... Pas très local, effectivement, mais c'est pas grave. T'es là, c'est ça qui compte. Donc, Fabien, on a la chance de partager nos photos sur un écran. C'est déjà bien, mais idéalement, on va partager plus que ça. J'aimerais que je t'ai présenté sommairement, mais j'ai parlé de l'Observatoire de la consommation responsable. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une cellule d'études et de veille sur les enjeux de consommation responsable. C'est vraiment ça depuis 15 ans qu'on travaille. Et forcément, une des dimensions de la consommation responsable, on va retrouver les éléments qui touchent la consommation locale. Puis c'est un sujet qu'on travaille déjà depuis plus de 15 ans. Et là, tu viens il y a très récemment publié des nouveaux résultats sur le baromètre. Oui, on a fêté les 15 ans du baromètre de la consommation responsable. Le baromètre, c'est quoi? C'est vraiment en fait un portrait des pratiques de consommation responsable des Québécois. On a créé des indices qui permettent de mesurer les pratiques auto-déclarées, bien entendu, des consommateurs, dans les comportements qu'ils mentionnent. On regarde des intentions, on regarde des leviers de changement comportementaux, on regarde le panier d'achat. Puis forcément, dans l'indice de consommation responsable, on va retrouver la consommation locale. Alors nous, on analyse sous deux formes de dimensions, tout ce qui concerne les achats de proximité et tout ce qui concerne, bien entendu, l'achat de biens fabriqués localement ou de services qui sont cultivés localement. Et ce matin, on a sorti une édition spéciale pour comprendre l'impact des annonces tarifaires sur la consommation locale. Parce que les 15 ans du baromètre, à chaque fois, on regarde l'année précédente, donc on a analysé jusqu'à décembre 2024, mais bien entendu, on était dans un contexte complètement différent, ce qui fait en sorte qu'on voulait essayer de comprendre, avant les annonces tarifaires, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne, et même sur 15 ans, qu'est-ce que ça donne finalement les comportements liés à la consommation locale. On a comme une primeur ce matin avec la présentation de certaines données. Là. On a une primeur, on a quelques données, c'est sûr que vous n'allez pas être surpris, bien entendu, on pense bien qu'il y a un changement, mais il y a un changement qui est quand même assez intéressant, et on va le voir qui est même plus profond que pendant la pandémie, qui avait été le pic pendant les premières périodes de confinement, qui avait été le pic de la consommation locale, et en particulier de l'achat local. Donc là, on est dans un deuxième momentum qui est extrêmement intéressant à analyser, puis surtout, on a le recul de la période précédente et de ce qui s'est passé ensuite, inflation, rechangement de comportement. Donc on a quand même un historique qui nous permet de dire il faut savoir prendre vraiment la balle au bon moment maintenant. Mais avant, parce que moi, bien sûr, j'ai vu le contenu de la présentation, le travailler ensemble, puis avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce qu'il y a plein de données intéressantes, je vais me permettre de juste nous réexpliquer, juste au cas. Tout le monde dans la salle, je pense que vous connaissez les Produits du Québec. Les Produits du Québec, c'est une famille de marques de certification sous forme d'un OBNL, en fait, qui est supporté par le gouvernement du Québec. Puis la différence entre des marques de certification versus des logos que vous pouvez retrouver, parce que la fleur de lys existait bien avant nous, c'est le fait qu'il y a des définitions très claires derrière chacun des logos et il y a un processus de vérification. Fait qu'il y a vraiment une notion de crédibilité qui est très, très importante dans les Produits du Québec. Mes 3 marques de certification, Conso au Québec, Fabriqué au Québec et Produits du Québec. Et chacune a sa définition. Donc, vous pouvez être sûr qu'un produit qui porte l'une des 3 marques, c'est parce qu'il y a une équipe qui a vérifié que le produit se conformait aux définitions. Et je vais quand même en profiter pour vous donner une petite mise à jour d'où on en est, parce qu'on a seulement 3 ans, donc la croissance, bien sûr, elle change régulièrement. On est à une vingtaine de partenaires détaillants, 119 000 produits vérifiés. C'est beaucoup, je le sais.
C'est sûr que quand on a beaucoup de joueurs dans le vêtement, bien, dans le vêtement, ça va quand même assez vite, la quantité de produits uniques. Donc, c'est pour ça que cette croissance-là, entre autres, va très, très vite. Puis, je veux beaucoup mettre d'emphase sur la notion de détaillant parce que quand on a lancé l'organisme, bien, la priorité, c'était que le consommateur nous voit. Parce que, tu sais, c'est intéressant une marque de certification, mais si le consommateur ne la voit pas, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Donc, en créant une collaboration et une roue d'intérêt entre le manufacturier, le détaillant et le consommateur, bien, on s'assure que le consommateur le voit et le demande. Le manufacturier est intéressé à être certifié parce qu'il est visible chez le détaillant et vice-versa. Donc, cette collaboration-là, elle est très, très importante et elle va se poursuivre. Puis elle est déterminante parce qu'il y a le processus d'identification. On le voit chaque jour, chaque semaine. Exact. Maintenant, dans certains médias, on va retrouver des articles, comment identifier tel type de produit. Donc, on sait qu'une signature, une certification, elle est déterminante. Mais ensuite, on le voit dans la plupart des études, c'est qu'un détaillant qui va aussi avoir finalement la certification qui va être appliquée, qui va faire cheminer le consommateur, on voit que c'est encore plus productif. Donc c'est vraiment sur le lieu d'achat souvent que la décision va se prendre, qu'elle soit physique, que le lieu soit physique ou en ligne. Donc c'est déterminant pour les détaillants de flécher finalement ces parcours-là, qu'on soit sur le local, qu'on soit sur des dimensions environnementales, mais il faut flécher pour faciliter le processus. C'est bien parce que tantôt, on va aborder un projet qu'on va travailler ensemble où on va parler de décision d'achat. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Revenons sur notre contexte parce que tu avais commencé à mettre la table en disant, tu sais, le contexte, j'ai mesuré en 2024 et maintenant, ça a déjà beaucoup changé. Fait que je vais déjà commencer avec 2 chiffres du baromètre. Je te laisse nous les expliquer. Oui, mais j'ai pris 2 chiffres très simples. Je ne vous montre pas les indices. C'est sûr que l'indice général de consommation locale, avant annonce tarifaire, post-annonce tarifaire, bien entendu, a augmenté. J'ai choisi juste une fréquence basique, c'est-à-dire les consommateurs qui mentionnent avoir privilégié l'achat local. Donc, on est bien là dans ce qu'ils disent qu'ils ont fait. Après, il y a la réalité de ce qu'ils ont réellement fait versus ce qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Mais c'est intéressant parce que ces indicateurs-là nous permettent de voir des évolutions d'autodéclaration de comportement. Donc, plus ça monte, plus on peut penser que véritablement le comportement se fait dans la réalité, bien qu'il y ait des limites. Mais on voit quand même qu'on est déjà quasiment à un peu plus de 6 points juste sur avoir privilégié finalement l'achat local. Là, on a des scores qui sont encore plus élevés, comme je mentionnais, que pendant la période de pandémie. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on a un contexte qui est vraiment unique, très particulier. Qui est très particulier. Donc là, ça veut dire quand même qu'on a ce momentum qui est assez intéressant, puis on va regarder comment ça se concrétise, parce que ça se concrétise aussi de manière assez différemment de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Mais parlons-en un peu quand tu parles de réflexe, puis comment ça se fait exactement? Bien, ça se fait de manière... Pendant la pandémie, on avait vraiment un genre de nationalisme économique où on privilégiait vraiment, on allait vers des comportements de préférence de biens qui étaient fabriqués au Québec. Et là, on était vraiment 100% sur le Québec. Là, on a un phénomène qu'on a rarement vu dans d'autres types de consommation, c'est-à-dire que oui, on a la préférence, on veut aller vers des produits qui sont davantage fabriqués localement au Québec. Par rapport à la pandémie, on a un élargissement du périmètre, c'est-à-dire que d'abord, c'est des produits québécois, ensuite, ça va être des produits canadiens. Pendant la pandémie, on n'était pas à ce niveau-là, parce qu'on était vraiment 100% dans la dimension de nationalisme économique Québec. Là, on élargit un peu le périmètre. Deuxièmement, on a des comportements de résistance. Donc là, je vous ai mis quelques éléments, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de consommateurs qui mentionnent avoir essayé d'éviter au maximum les produits d'origine américaine. Et ensuite, on a des vrais comportements de boycott, où là, vraiment, on a cet élément de dire « j'ai refusé, je n'ai pas acheté tel type de produits qui sont d'origine américaine, avec des chiffres relativement élevés. » Donc la coexistence de ces 3 types de pratiques, elle est assez unique au niveau de momentum sur des historiques de consommation. Et on sait que les boycotts dans les sociétés nord-américaines ont rarement fonctionné. Là, il semblerait, si on va regarder certains éléments de vente dans des secteurs alimentaires, on voit cette baisse. Elle n'est pas si importante que ce qui est mentionné par les consommateurs, mais on la vit au quotidien. Et il suffit de regarder des reportages qu'on voit à la télé. On a quand même beaucoup de détaillants qui mentionnent cet élément-là. Puis tu fais référence entre autres au Nielsen, que dans le fond, je pense que c'était 4% ou quelque chose comme ça qui sortait là-dessus. Mais comme tu dis, les Nielsen ont leurs limites. On est dans l'alimentaire principalement. Bien, premièrement, c'est sûr que c'est le seul endroit où on a des données de vente, c'est super intéressant. Mais c'est sûr que là, en ce moment, on est dans un momentum où, malgré tous les outils qu'on utilise dans les sondages, la désirabilité sociale est relativement élevée parce qu'il y a une pression aussi collective à aller vers le boycott, à aller vers la résistance. C'est très difficile de dire à son entourage « Non, moi je continue à acheter des produits américains, j'ai aucune problématique, etc. » Donc on se retrouve un peu avec une dizaine à quinzaine d'années en arrière sur le même phénomène sur l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a aucune gêne pour les consommateurs de dire non, je ne trie pas, non, je ne recycle pas, non, je ne favorise pas tes éléments parce qu'il n'y a plus cette pression sociale. Elle devrait toujours exister, oui, mais elle n'existe plus du tout. Et il y a une libération de la parole aussi, même du climato-scepticisme. Là, en ce moment, on est dans
un fort biais de désirabilité sociale. C'est très compliqué. Quand on regarde un peu, c'est qui ces consommateurs-là à qui on parle davantage, est-ce qu'il y a des constats clés qui ressortent? Ben, il y a des constats, pour celles et ceux qui étaient là lorsqu'on a fait le premier sommet, on a beaucoup travaillé sur les leviers de changement comportementaux et aussi faire le constat que finalement, sur 15 années, il y a eu peu d'évolution. Pourquoi? Parce que la consommation locale, c'est le comportement le plus volatile à analyser. L'environnement a beaucoup d'influence. L'environnement politique, l'environnement sanitaire, l'environnement économique, en ce moment les annonces tarifaires. Par contre, il y a eu peu d'évolution sur le segment qui adopte le plus ce type de comportement-là. Sauf à certains types de momentum, on a vu des rapprochements entre les hommes et les femmes, on a vu légèrement, on a baissé l'âge, on est allé plus vers les francophones qu'anglophones, mais généralement, on arrive à un portrait qui est quand même assez typique. On est des consommateurs plus âgés, plus éduqués, avec des revenus plus élevés. Donc ça a baissé à chaque fois. Par exemple, en ce moment, c'est sûr qu'on a une sensibilité au prix légèrement moins élevée, comme pendant la pandémie, mais on est arrivé à l'inflation, hop, tout est reparti à l'envers. Donc ça veut dire quand même, et puis on va en parler, vous allez en parler dans la journée, on se retrouve à la même problématique qu'on avait mentionné au premier sommet, c'est que les leviers de changement comportementaux, ils doivent être travaillés pour aller sur l'ensemble des segments de la population. On avait parlé à ce moment-là de, vous vous rappelez, je disais peut-être amener des produits, la coolitude, amener de l'ultra-personnalisation, aller finalement sur une façon, et vous allez avoir cet après-midi, je ne sais pas le contenu, ce qui va être sur la génération Z, mais sur certaines catégories de segments de consommateurs, il est aussi parfois bénéfique de ne même pas amener cette dimension-là. Parce que ce qu'on veut, c'est amener les gens vers des comportements plus d'achat local, mais peut-être certains segments de consommateurs, ils sont juste attirés par la notoriété de la marque, la fonctionnalité, la praticité, etc., etc. Et la dimension locale ne va pas faire partie du processus d'achat. Donc c'est vraiment ces éléments-là qu'il faut analyser lorsqu'on est vers d'autres types de segments. J'ai très hâte de voir la conférence cet après-midi parce que la génération Z, on s'y intéresse beaucoup, puis on voit même dans tes chiffres que c'est peut-être... Ben, vous le voyez, les moins actifs à chaque fois, c'est les plus jeunes. Grosso modo, on est moins de 34 ans à peu près. Souvent, ça a été les 18-24 ans. Mais ce n'est pas une surprise. L'achat local est une dimension plus économique. Donc, on va retrouver... et il y a une perception aussi, à tort ou à raison, souvent que c'est une consommation plus chère. Mais plus chère, souvent, il y a cette perception-là qui pas forcément raison, mais c'est très difficile de trouver toutes les études comparatives pour être capable de... Mais il y a souvent cet élément-là, puis souvent une offre pas aussi grande que ça, mais on voit que l'offre, elle a complètement évolué depuis quelques années. Puis c'est difficile parce que souvent, moi je le dis souvent, en tout cas, on va comparer un produit québécois peut-être haut de gamme, plus durable, avec un produit bas de gamme importé, puis on va dire l'achat local est plus cher. Oui. En fait, c'est très difficile de trouver des produits complètement comparables. C'est trop récent finalement, surtout dans les produits manufacturiers. Ouais. La signalisation est complexe aussi, parce que comme tu le mentionnes, on se retrouve comme dans le domaine environnemental, le consommateur va se retrouver avec plusieurs indications différentes qui peuvent lui donner l'impression de la localité. Puis on l'a vu ces derniers temps dans les médias aussi, certaines organisations qui ont profité de la manne, qui ont créé des sites en mentionnant que c'était des produits fabriqués au Québec, etc., etc. Ce qui est logique. Donc en ce moment, mais c'est sûr que le localisme, il est amené de manière très forte dans la communication. Et on se retrouve un petit peu comme dans le cas de l'environnement. Peut-être qu'on fait de la myopie de la localité, c'est-à-dire qu'on pense que si j'amène trop en avant cet élément, si j'amène cet élément-là, c'est celui qui fait acheter. Sur certains segments, oui, mais pas sur d'autres. Donc, il faut retrouver finalement le bon équilibre. Puis parlons un peu, parce qu'il y a des intérêts. L'origine, tu en as parlé plus précisément. Dis-moi en plus. Mais en fait, c'est simple. Là, en ce moment, si on réfléchit aux leviers de changement comportementaux, si on réfléchit de se dire on est dans un momentum unique, comment on va faire en sorte de capter, de garder finalement les consommateurs qui se sont rapprochés de l'achat local? Donc, on est un petit peu comme pendant la pandémie sur l'achat en ligne, où on est allé chercher les seniors qui n'étaient pas du tout axés là-dessus. On en a capté une très forte partie. Donc, on a 3 éléments majeurs. Il faut travailler sur l'origine, il va falloir travailler sur l'impact, puis il va falloir travailler sur la notion d'identification avec la notoriété, à la fois de la certification, mais la notoriété de la marque. Ce qu'on se rend compte, c'est que jamais les consommateurs n'ont mentionné vouloir autant d'informations sur l'origine du produit. Et c'est beaucoup plus fort que pendant la pandémie, c'est beaucoup plus fort qu'avant la pandémie. Et ce qu'ils nous mentionnent, c'est beaucoup plus large. Je veux savoir le lieu de fabrication, je veux savoir le siège social de l'entreprise, est-ce qu'il est vraiment au Québec, je veux savoir est-ce que les matières premières proviennent du Québec, etc., etc. La transparence. Ils veulent une transparence, une traçabilité. On en avait parlé la première fois. Souvent, les entreprises, elles vont allier avec des codes QR qui vont permettre de chercher ces éléments-là. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, l'identification par la certification, elle est fondamentale, mais il faut que j'amène encore plus d'informations.
parce que c'est ce que veut aujourd'hui le consommateur. Donc là, est-ce qu'on peut se rapprocher, par exemple, des IGP au niveau alimentaire? Est-ce qu'on peut se rapprocher d'un produit du Québec, comme les alimentaires, le maïs de Neuville, des genres de choses comme ça? Le consommateur, il veut de l'ultra-localité. Donc il va falloir qu'on lui amène cette ultra-localité-là d'une certaine façon ou d'une autre. Puis on a le défi de le faire à l'intérieur d'un contexte où il y en a beaucoup des logos québécois. Il y en a trop. On va se retrouver sur n'importe quel produit, on va se retrouver différentes dimensions qui sont amenées. En moyenne, on a 10 à 15 types d'informations que le consommateur perçoit comme des labels. Ce n'est pas forcément des labels, mais c'est des autodéclarations, des signatures visuelles. Donc là, on va avoir des éléments sur l'environnement, sur le social, sur l'économique, le local. Donc pour le consommateur, mais c'est sûr que ça amène une info-obésité. Et là, la hiérarchisation de l'information, elle est très complexe pour le consommateur. Donc souvent, c'est aux fabricants, ça va être à des organismes, de hiérarchiser cette information en fonction de ces segments de consommateurs. Mais oui, c'est difficile parce qu'il peut se mélanger entre une certification reconnue versus une signature visuelle de marque versus une autodéclaration. Donc, c'est compliqué. Il y a peu de leviers légaux aussi qui encadrent tout ça. Fait que ça rend le tout difficile aussi. C'est toujours la problématique sur les réglementations sur l'étiquetage. C'est très compliqué. C'est sûr qu'il y a quand même un certain encadrement, mais il n'est pas assez poussé. C'est sûr qu'on serait mieux d'aller resserrer cet encadrement-là pour faire en sorte de guider le consommateur en lui donnant les bons types d'étiquettes, les bons types d'informations. Puis pour les fabricants et les transformateurs et les détaillants, ce serait beaucoup plus facile. Il y a de aussi. l'espoir parce que pour l'environnement, il y a quand même une loi qui a passé. Donc, on commence à avoir des progrès. C'est sûr que sur le local, sur l'alimentaire, c'est beaucoup plus évolué parce que ça fait longtemps. La recherche aussi est beaucoup plus évoluée. Sur le manufacturier, c'est récent parce que les recherches étaient surtout sur le made in à l'international, c'est-à-dire comment on met en avant son pays dans différents types de représentations. Mais à l'interne, sur l'achat manufacturier, il y a quasiment peu de recherches qui étaient faites. Tu m'as dit origine, tu m'as dit impact. L'impact, alors on avait déjà parlé au premier sommet, mais c'est déterminant, c'est-à-dire que ce qui a énormément changé depuis quelques années, en particulier depuis la pandémie, c'est qu'avant, la motivation principale à la consommation locale, l'achat local, qu'on soit alimentaire ou manufacturier, c'était beaucoup des éléments liés à des perceptions de qualité, des perceptions que ça va être meilleur quand on est alimentaire, meilleur pour la santé, etc. À partir de la pandémie, nationalisme économique. Si je vais vers l'achat local, c'est parce que je veux soutenir l'économie du Québec. Je veux soutenir les entreprises du Québec. Je vais être solidaire avec les entreprises du Québec. Mais ça veut dire quoi? C'est si depuis 5 ans, on veut savoir l'impact, je veux des données. Je veux des chiffres. Je veux savoir, est-ce que si j'achète le produit local de cette entreprise-là, est-ce que je crée de l'emploi? Est-ce que je garantis de l'emploi? Est-ce que ça a un impact économique sur ma région? Je veux avoir toute cette information. Mais c'est difficile quand même. Nous, on l'a fait, on a sorti une étude en 2023, puis on comparait des produits québécois manufacturés avec des comparables importés, le plus possible comparables. Puis là, les entreprises devaient nous partager certaines données de façon anonyme pour nous permettre d'arriver avec des calculs économiques assez précis. Puis on est sorti avec le PIB, le revenu par travailleur, bénéfice avant impôt. Mais ça, c'est pas des indicateurs très consommateurs. Premièrement, c'est déterminant de le faire parce qu'il y a peu d'organismes qui vont travailler là-dessus. Il faut le faire. Il faut comprendre déjà de manière générale, OK, si je suis un citoyen du Québec, si je dépense $1 dans des produits québécois, qu'est-ce que ça rapporte exactement? Donc, il faut arriver déjà... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est là, on se retrouve dans la même problématique que sur la dimension environnementale. Comment je peux amener des éléments que le consommateur, on ne comprend pas, l'impact sur le GES, l'impact sur l'eau, les chiffres qui sont utilisés, un consommateur, même un spécialiste, il a du mal à comprendre. Donc, il faut travailler le narratif de l'information. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des comparaisons. En environnement, on va dire, imaginons ça, c'est l'équivalent de 10 allers-retours Montréal-Paris, des genres de choses comme ça. Ouais. Donc, il faut en fait trouver, une vulgarisation qui permet aux consommateurs de comprendre. Puis je dis, il faut aller au-delà de ce que vous faites, c'est déterminant, parce qu'on doit comprendre au niveau macroéconomique ce que permet l'achat local au Québec. Mais il faut aussi que les fabricants ils fassent leur effort. Donc, il faudrait qu'on aille vers des étiquettes d'empreinte économique parce que le consommateur, lui, va vraiment regarder le produit qu'il achète généralement. Lui, il est content de savoir, OK, si j'achète québécois, grosso modo, ça permet ça. Mais moi, je veux vraiment savoir le produit de cette entreprise que j'achète. Qu'est-ce que ça change concrètement au niveau de l'impact économique? Et pour l'instant, à ce que je sache, je n'ai jamais vu... Je vois des communications, là, depuis le début de l'annonce tarifaire. Il y a des entreprises qui font l'effort et qui essayent de faire comprendre. Bon, on a la certification des produits Québec, on a tant de pourcentage ici, nos matières premières viennent à peu près d'ici, etc. On a tant d'employés, mais ils ont du mal à vraiment faire tout ce narratif-là et amener... Puis ensuite, il faut que ce soit comparable. Je suis d'accord. C'est un peu la même problématique avec les étiquettes environnementales. Si chacun fait son calcul différemment et ne donne pas les mêmes indicateurs, on ne peut pas comparer.
Mais c'est pas simple, tu sais, C'est la chose la plus compliquée, parce que c'est comme, en fait, c'est faire son analyse de cycle de vie, au lieu qu'elle soit environnementale, il faut qu'on la fasse économique et sociale. Une fois qu'on a les données, et déjà, l'affaire, c'est compliqué, tu le mentionnes, les fabricants, ça leur demande du travail, recherche d'informations, c'est un coût, etc. Mais ça va être déterminant si on veut vraiment profiter de ce momentum-là et davantage généraliser l'achat local, il faut qu'on parle de l'impact. Peut-être qu'on pourrait outiller les entreprises pour faire ce calcul-là d'une façon qui est globale. Comme avoir une petite ACV simple sur l'environnement, la simplifier et surtout qu'elle soit comparable, c'est-à-dire qu'on soit capable de se dire, OK, entre différents types de produits. C'est sûr, souvent, je comprends les fabricants, tu n'aimes pas trop être comparé parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es moins bon que l'autre, etc. Tu préfères qu'on dise que tu es meilleur que l'autre. Mais il faut que tu amènes cette information. Ça peut t'inciter à donner meilleur. Ça va inciter, on le voit sur l'environnement, généralement, ça incite, on voit comme la loupe santé qui va arriver, ça incite les transformateurs à changer les recettes aussi, parce que tu veux bien paraître auprès du consommateur, c'est important. Puis tu m'as parlé origine, impact, tu m'as parlé de notoriété. Je vais en profiter pour positionner rapidement où on en est en termes de notoriété. Puis, comme tu as dit, il y en a beaucoup du logo québécois. On n'est pas les seuls. Donc, quand on mesure si nos logos sont connus et reconnus, on est conscient qu'il y a quand même une confusion. Tu sais, peut-être que la personne qui répond, peut-être qu'elle pense que c'est ce logo-là et ce n'est pas nécessairement le cas, mais nos chiffres sont quand même en forte croissance depuis notre création. On est quand même très actifs, fait qu'on prend quand même une partie du mérite là, de cette notoriété-là. C'est remarquable parce qu'en fait, si on regarde un label d'abord, il faut qu'il soit identifié. C'est 100% de la notoriété. Notoriété spontanée, notoriété assistée. Ensuite, il faut qu'il soit compris. Et ensuite, il faut qu'il soit crédible. Tu as les 3 étapes. Mais en si peu de temps, arriver à un taux noté aussi élevé, lorsque nous, on analyse les labels, on va retrouver depuis très longtemps l'Aliment du Québec est un label qui a une autorité très élevée, qui est reconnu, etc. Là, vous êtes en train d'arriver à ce niveau-là, alors que les autres types de labels qui sont sur des éléments environnementaux ou d'autres n'arrivent pas à avoir finalement cette notoriété-là. Et on le voit, nous, dans les études, si pas de notoriété, pas d'impact finalement sur le choix qui va être fait. Et malheureusement aussi, malheureusement ou heureusement, la notoriété de label, la notoriété de la marque va être aussi extrêmement importante parce que le choix va se faire en fonction de ça. Et plus il y a du choix en fonction du consommateur, plus les entreprises sont intéressées, plus les détaillants. Fait que, c'est toute cette roue-là qui revient. C'est vraiment cet élément-là de montrer que ça peut être bénéfique finalement de présenter cette dimension-là parce qu'elle peut avoir un impact spécifique. L'autre point aussi qu'on a, puis c'est très difficile d'avoir des chiffres de vente parce que, comme on disait, les Nielsen non alimentaires, ça n'existe pas. Fait qu'on dépend un peu des détaillants ou des entreprises. Puis c'est très difficile aussi d'avoir des données nettes, de dire il n'y a pas, le produit n'était pas en spécial en même temps. Fait que ça, c'est pas facile. Fait que ce qu'on mesure actuellement, c'est est-ce que de façon déclarative, vous avez acheté davantage de produits certifiés? Puis ça aussi, c'est en hausse selon l'année précédente. On a un contexte derrière nous et tout ça. Mais on va travailler un projet ensemble cet été, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est justement pour avoir des données qui sont plus près de ce qu'on appelle l'acte d'achat. C'est plus compliqué parce que malgré toutes les études qu'on peut faire au niveau quantitatif, donc malgré toutes les procédures qu'on va utiliser, on reste, même si on fait des expérimentations en ligne, donc sur des panels, on peut faire des expérimentations, mais c'est complexe, c'est long, ça nécessite beaucoup de temps à l'intérieur, mais on restera quand même dans du fictif parce qu'on va créer une simulation. Donc l'idéal, c'est travailler directement chez les détaillants. Mais c'est compliqué pour les détaillants aussi parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Il faut qu'on contrôle certains types de paramètres, qu'on change. Donc l'idéal, c'est de travailler dans du magasin de situ et ensuite de travailler dans des magasins réels. Donc le projet qu'on a cet été, ça fait partie d'un projet plus grand avec la ville de Laval. On est en train de développer ce qu'on peut appeler un laboratoire vivant sur la revitalisation commerciale, se servir du périmètre de la ville de Laval pour travailler tous les éléments pour faire en sorte que le commerce de détail soit plus résilient. L'achat local en fait partie. Et le premier projet qu'on va tester cet été, qu'on a appelé le laboratoire Acheter Plus ici, Nomade, c'est un magasin transitoire qui va être éco-responsable parce que c'est fait à partir d'un conteneur, mais qui va être un magasin autonome. Donc on travaille avec des startups, notamment québécoises comme Liv, avec des méthodes de paiement autonomes, des méthodes de paiement comme des caisses automatiques RFID qu'on peut voir chez Uniqlo ou Decathlon. Et on va véritablement faire des expérimentations, essayer de comprendre comment certaines dimensions vont avoir un impact, et notamment la certification, les produits Québec. Parce que quand on veut faire des expérimentations, il faut qu'on sache, dans le processus d'achat, si j'ai un produit comparable à un prix comparable, si j'ai tel type d'information, tel type de certification, tel type d'éléments qui sont mis en avant, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Qu'est-ce qui change dans le processus d'achat? Prise de décision, intention déjà de regarder le produit, l'acheter finalement, la fidélisation,
l'image de marque qu'on met derrière le produit. Donc tous ces éléments-là, ça nécessite de faire des grosses collectes de données sur le terrain. Donc là, je pense que c'est sûr qu'on va juste avoir 1 mois, mais je pense que ça va quand même amener le prémisse pour comprendre véritablement dans le processus d'achat qu'est-ce qui se passe. Et j'ai plus les dates précises, mais Aliments du Québec avait fait une grosse expérimentation il y a au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'années, directement chez des détaillants. Ça leur avait permis de comprendre, si je mets Aliments du Québec, j'augmente, je ne me rappelle plus exactement, mais on était un peu plus que 2% finalement les ventes, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut arriver à chercher. Ça prendra plus que 4 semaines, mais on va vraiment comprendre déjà les prémices pour savoir ensuite comment on peut l'implanter de manière générale au niveau des détaillants. C'est sûr qu'on va traiter certaines catégories de produits parce qu'on ne pourra peut-être pas avoir un magasin de meubles, là, mais quand même, comme tu dis, je pense que ça va mettre la table pour la suite des choses. Ça met la table, mais tu as complètement raison. La comparaison entre les produits, les secteurs d'activité, c'est complexe parce qu'on travaille aussi sur des dimensions de prix complètement différentes. C'est ça, puis c'est large. C'est le non-alimentaire, un divan et un vêtement, ça n'a rien à voir. C'est l'offre comparable en termes de qualité, en termes de prix. C'est beaucoup plus complexe dans le secteur manufacturier. Pour conclure, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur le baromètre puis les attentes, en fait, du consommateur québécois. Les attentes, vous vous doutez bien, on est tous pareils. Les attentes, souvent, des consommateurs sont disproportionnées avec les actions qu'on fait en réalité. Mais cette année, on a vraiment testé, on testait depuis plusieurs années, mais quels sont les leviers de changements comportementaux? Ce qu'ils attendent des entreprises, pour eux, c'est essentiellement des produits qui sont liés à la dimension environnementale, durable, avec des garanties, recyclables, faits à partir de recyclés. Et ensuite vient la dimension locale. Mais la dimension locale, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent savoir l'impact. Ouais. Ils n'ont pas forcément dit on veut qu'il y ait plus de produits locaux, on veut savoir l'impact local des produits locaux qu'on achète. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, eux, ce qu'ils disent qu'ils sont prêts à faire, on va retrouver ces dimensions-là. Mais ce qui est assez intéressant, et on n'a jamais vu aussi ces éléments aussi forts, c'est qu'on est presque à 70% qui attendent à ce que le gouvernement interviennent beaucoup plus dans l'encadrement de la consommation, qu'elle soit liée à l'environnement, qu'elle soit liée à la fin de vie des produits et qu'elle soit liée à l'obsolescence. Oui, obsolescence, c'est majeur pour les Québécois, mais on va retrouver la dimension locale souvent vers la deuxième position. On veut que ce soit mieux encadré, on veut mieux comprendre la question de l'impact local, on veut généralement qu'il y ait moins d'insignes, donc plus aller vers une seule certification. Donc on voit quand même cet élément qui est assez fort, donc plus de preuves. Plus de transparence. On est une des preuves. Puis qu'est-ce que les consommateurs sont prêts à faire? Vous voyez, ce qu'ils sont prêts à faire, c'est vraiment... en fait, là, on n'est pas vraiment ce qu'ils sont prêts à faire. Je voulais finir là-dessus. Ils sont prêts à faire essentiellement des gestes très simples. Recyclage, etc. Puis l'élément d'acheter plus de produits locaux, ça arrive en 4e, 5e position, ce qui est très élevé par rapport aux anciennes années. Mais ce que je voulais finir, c'est comment le citoyen se représente la consommation responsable. Parce que ça, c'est extrêmement important. Il y a 15 ans, la consommation responsable, un citoyen québécois, il le voyait d'une façon très simple. C'était un achat écologique. Aujourd'hui, c'est devenu un mode de vie. Donc c'est vraiment un phénomène sociologique beaucoup plus large et il va intégrer l'optimisation de la consommation. Aujourd'hui, la consommation responsable, c'est une consommation optimisée. Donc moins de déchets, je réduis, plus intelligent. Et la dimension locale qui est beaucoup plus forte qu'il y a 15 ans. Donc on le voit vraiment, je vous ai sorti des chiffres très simples pour vous compreniez. Mais là, ça veut dire que forcément, si je me représente la consommation responsable de manière différente, j'agis de manière différente. Et c'est ce qui se passe sur la consommation locale. Il y a une dizaine d'années, la consommation locale n'était pas définie de la même façon par le consommateur. Et ça, c'est sûr que ce qui a un impact, c'est les médias, la communication que peuvent faire les marques et la communication que peuvent faire des organismes comme les Produits du Québec. Là, elle va nous couper. Là. La musique des Oscars. Oui, c'est ça, on avait fini. Hein, Moi, je suis littéralement la musique des Oscars. Si tu me vois arriver, c'est que ça finit. Ça. Je la voyais, puis je faisais semblant de rien. Non, mais on a pas mal de questions en plus, donc la discussion n'est pas terminée. Là. Puis d'ailleurs, tu parlais de 15 ans, puis on a une question qui a rapport à ça, si tu me permets. Alors, la démographie des consommateurs locaux qui sont les moins actifs sont toujours être celle de 25-34 ans, mais la donnée couvre 15 ans. Est-ce que les consommateurs qui passent dans l'autre tranche d'âge de 35 ans et plus deviennent plus actifs avec le temps? Oui, en fait, ce qu'on retrouve, c'est un comportement qu'on voit assez rarement, c'est-à-dire que oui, il y a une dimension générationnelle très élevée. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe d'un élément à l'autre, on peut le comparer avec tout ce qui est la mobilité douce. La mobilité douce, on le voit aussi pareil, plus on vieillit, plus on va vers les éléments de mobilité douce, parce que souvent les plus jeunes sont contraints. Ils sont contraints finalement de ne pas avoir de voiture et des choses comme ça. Sur l'achat local, c'est ce qu'on voit. On voit vraiment cette dimension-là, parce que la dimension d'économie et de nationalisme économique, elle a du mal finalement à toucher les jeunes générations. Sur l'environnement, ils sont davantage touchés, ça ne veut pas dire qu'ils vont être actifs, mais ils sont davantage touchés. C'est une dimension qui les préoccupe davantage, ils sont beaucoup plus sensibilisés, éduqués là-dessus.
Ça ne veut pas dire qu'ils passent complètement à l'action non plus, là, parce que sur beaucoup de Ça aussi, c'est comportements autre sont chose. beaucoup plus complexes. Mais je dirais que ce qu'on voit dans les limitations sur les jeunes générations, souvent c'est le portefeuille, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont dire « je ne peux pas me permettre », sans forcément bien connaître ou comparer les différents... Donc, ils ont la conscience d'eux, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ouais, et puis c'est moins dans les schèmes de pensée. On va moins penser finalement à une dimension économique de son pays, de son périmètre. Okay. On n'est pas du tout dans la même façon de penser, et plus on va aller on monte en génération, plus on va avoir des préoccupations qui sont un peu plus importantes sur la dimension locale. Hyper intéressant. Cet après-midi, on va avoir justement un segment sur la génération Z, donc comment justement eux, ils entrevoient et perçoivent la consommation locale. Donc, à suivre avec l'agence Franchir. On continue avec des questions. Je vais aller à l'écran directement ici. Est-ce que vous réfléchissez à une certification Produits du Québec responsable? Ben, comme je le mentionnais, en fait, ce qu'il y a, c'est on le voit nous dans les études, on le voit j'en avais parlé à la première conférence, c'est qu'en fait, si on veut surtout aller chercher d'autres types de segments, il faut répondre finalement à l'ensemble des attentes. Et les attentes, elles sont multiples en termes d'affichage. Donc c'est sûr que, j'ai souvent discuté avec Elfie, c'est sûr que, mais il faut trouver la bonne façon. Est-ce qu'on va aller vers une certification qui va aller plus sur la mention d'origine, qui va aller plus sur l'impact économique, qui va s'allier aussi avec des dimensions environnementales? C'est compliqué. Ou peut-être qu'en démontrant davantage l'impact, là, on va répondre à ce besoin-là, si on veut. Mais c'est sûr que oui, le croisement des dimensions, il a un impact et il va favoriser l'achat, le passage à l'achat chez beaucoup de types de personnes qui finalement recherchent différents types d'attributs à certaines catégories de produits. Et il faut qu'on soit capable de leur amener. Et il faut penser que sur l'achat local, il y a quand même bon, le citoyen, on voit que l'éducation est assez complexe, mais il y a souvent une mauvaise compréhension de l'empreinte locale de l'achat local. Parce que le consommateur, lui, ce qu'il regarde, souvent c'est la pointe de l'iceberg, il regarde la dimension de proximité avec le fabricant. Donc il se dit, si c'est proche, il y a moins de transport, moins d'impact. Donc il comprend moins finalement l'approvisionnement et la production, qui généralement on touche à peu près 80% de l'empreinte. Donc ça, il le comprend un petit peu moins. Donc c'est aussi d'arriver à lui faire comprendre, il faudrait idéalement que j'ai un produit local aussi qui ait une bonne performance environnementale. Puis la production au Québec, elle est plus propre aussi. Quand tu compares à l'extérieur du Québec, même si la matière première n'est pas nécessairement du Québec, le transport et toute notre énergie, elle est propre. Ouais. Souvent, je dirais, là-dessus, ce qu'on va voir, c'est la traçabilité. Souvent, des marques ou des fabricants vont l'expliquer à travers un narratif de cheminement ou un code QR. Idéalement, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'entreprises qui vont faire rentrer le consommateur dans l'usine par des codes QR, par des invitations, par les médias sociaux, parce que le consommateur, il veut voir l'intérieur, il veut comprendre comment ça se fait. Fabien, quelles recommandations pourriez-vous partager en matière de meilleures pratiques de fléchage pour orienter efficacement les consommateurs-consommatrices et favoriser leur décision d'achat? C'est sûr que aussi bien commerce physique en ligne, on sait que vous avez fait l'alliance qui a été faite avec Amazon, elle est très pertinente. C'est-à-dire qu'il faut que dans le commerce en ligne et dans le commerce physique, on identifie l'offre qui va être locale, de la même façon que sur l'environnement. Donc on a déjà cette identification-là. On peut y aller bien entendu avec une certification. Il y a beaucoup de détaillants qui vont y aller avec leur propre signature visuelle. C'est aussi très pertinent. Mais c'est sûr qu'autant aussi s'allier avec des certifications reconnues, parce que c'est bien d'avoir Idéalement. C'est bien d'avoir les deux. Sur les lieux d'achat, on peut le voir, c'est vraiment une identification. C'est parce que le label, la certification, généralement, elle est sur le produit. Il faut qu'on la voie de manière différente. Il faut qu'il y ait un fléchage, il faut qu'il y ait des sections spécialisées. Donc là, c'est un peu le rôle des détaillants. Puis les détaillants, ce qu'ils vont dire, c'est est-ce que ça va m'amener plus de ventes Mais oui, on le voit dans les expérimentations. Si je regroupe les produits par dimension, si je mets plus d'affichage, si je mets du fléchage au sol, c'est un peu des nudges. C'est-à-dire qu'on amène le consommateur vers certains types de pratiques. On le guide sans forcément lui amener trop d'informations. Ça va dépendre qu'est-ce qu'on veut lui amener. Mais oui, il faut véritablement... Alors sur l'environnement, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de grands détaillants, surtout les Nord-Américains, qui avaient fait des programmes de fléchage qui ont montré quand même leurs choses. Sur l'achat local, on le voit quand même, surtout alimentaire, dans les épiceries, ils commencent à travailler finalement des sections spécifiques. Sur le manufacturier, c'est un petit peu plus complexe. Donc, ils ont du mal à... Opérationnellement, on parle souvent de magasins de très grandes surfaces de vente. Fait que là, il faut mettre l'identification devant les bons produits et non pas les produits que je pense. Fait que c'est pas simple. Ça se fait, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et en plus, après, la problématique, c'est aussi l'information qu'ont les personnes, par exemple, les conseillers de vente sur le plancher, qui souvent n'est pas assez forte pour répondre concrètement aux consommateurs, parce que souvent on va avoir une indication, on va dire mais est-ce que c'est vraiment fait ici? Ils n'ont pas suffisamment d'informations à donner, donc il y a un travail aussi, je l'avais mentionné la première fois, c'est-à-dire qu'il faut montrer qui est derrière.
C'est qui l'entreprise derrière, comment c'est fait, etc., d'où ça vient. Donc, il y a tout un narratif aussi sur le lieu d'achat physique et en ligne qui n'est pas facile pour les fabricants, les détaillants. Ça prend du temps, ça coûte aussi un certain investissement. On a de la job. Il y a beaucoup de travail, mais c'est positif. OK. C'est tout le temps qu'on a pour les questions, puis il y en avait des bonnes encore qui restaient, mais Fabien, tu vas rester avec nous une partie de la journée? Oui, pas sur scène, mais... Donc, pendant la pause, je vous invite à continuer la conversation. Donc, c'est le meilleur moment. Un grand merci à tous les deux pour la conversation. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Fabien.